Benjamin, donc grosse polémique, le sujet qui va faire parler aujourd'hui, Mbappé, but ou pas but? Il n'y a pas débat en Espagne, hein. Ils sont colères les journaux. Vous allez voir, c'est très tranché. Marca, la une, carrément, ils sont en train de tuer le football en parlant de l'arbitrage. Ferrarissime, vous avez la même note côté madrilène, Marca, et côté catalan sport qui dit que c'est carrément une injustice. Alors, on joue ou pas? On regarde la photo. Arrêt sur image, c'est ce qui circule partout sur les réseaux sociaux. Si vous n'y connaissez rien au foot, dites-vous que le but est valable s'il y a un défenseur entre Mbappé et le gardien. Voilà, là, on voit que Mbappé, sur cette image-là, il est derrière le tout dernier défenseur. Logiquement, on se dit que le but aurait dû être refusé. C'est en tout cas ce que disent les supporters espagnols à notre micro. Attendez, le but de Mbappé était hors jeu. Tous les Français le savent. Viens. Il le sait. C'était hors jeu. C'était hors jeu ou pas? Non. On le sait. Il était hors jeu ou pas? Oui. Non, le but n'était pas hors jeu. Il était hors jeu. C'est bon, hors jeu. Fini. Vous pouvez éteindre. Bon, C'est le bazar. Benjamin, personnellement, et peut-être des gens qui nous regardent, on ne comprend plus rien. Qui a raison? Alors, la règle, le pire, c'est que la règle que je viens de vous expliquer, pour les arbitres, elle ne tient pas. Ah bah. Pour ne rien arranger. Pourquoi? Parce qu'en fait, le défenseur espagnol, c'est très subtil, mais il touche le ballon. Et alors là, il y a un arbitre international, un ancien arbitre international, dans le journal L'Équipe ce matin, c'est Bruno Derrien qui dit les arbitres ont considéré que comme il touchait le ballon, ça a remis Mbappé en jeu. Et donc, il n'y a pas hors-jeu. Oui. Ouais. Pascal. Mais c'est la règle. Il ne peut y avoir de hors-jeu que s'il y a le ballon qui va d'un coéquipier à un autre coéquipier de la même équipe. Ce qui donc n'est pas le cas. Non, c'est pas le cas puisque c'est touché par un Espagnol entre-temps. Bon. Et voilà, ça va faire débat à la machine à café parce que moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Pascal. Mais au garde moins, la vous coupe. pourrez en toucher un mot. Vous dites, non, l'Espagnol a touché le ballon. On garde la coupe. Ça fait bien. Oui, le résultat est validé. Hein. Ah Attention. bah voilà, parce que c'est quand même ça. Est-ce que ça ne remet pas en cause le résultat? Non, maintenant, Ils ne nous reprendront pas le trophée, les Parfait. Espagnols. Merci pour tes explications, Benjamin. Cette vidéo à présent qui fait le tour des réseaux sociaux ce week-end, c'est un nouvel épisode de violence à l'école. Une vidéo qui montre une enseignante violemment poussée à terre par l'un de ses élèves. Le service départemental de l'éducation nationale se rend aujourd'hui dans le lycée. La victime compte, elle portait plainte. Maxence Gilles, Irène Fodaro. C'est dans une classe de ce lycée professionnel de Seine-et-Marne que la scène d'une grande violence s'est déroulée. Vendredi, en plein cours, un jeune homme souhaite sortir de la salle. Son professeur s'y oppose. Allez, comment poussez-vous, madame? Voilà, poussez-vous. Mais sous les rires de ses camarades, le lycéen ouvre violemment la porte, en bousculant l'enseignante et la projetant brutalement à terre. Dans un communiqué, l'Académie de Créteil indique que le chef d'établissement a immédiatement assisté l'enseignante, qui fait l'objet d'un appui psychologique. L'élève a désormais interdiction d'accès à l'établissement à titre conservatoire et s'expose à de lourdes sanctions disciplinaires. Mais pour ce syndicat d'enseignants, il ne devrait pas être le seul. Il faut sans aucun doute réfléchir à la sanction pour l'élève qui a filmé, parce que filmer ça en cours, déjà c'est illégal, et on voit bien que ça peut être mettre en danger aussi les personnes, la collègue, aussi l'élève d'ailleurs, parce que ensuite le visage circule sur les réseaux sociaux, et on sait que les choses qui circulent sur les réseaux sociaux, ça peut aller très vite. Une plainte devrait être prochainement déposée et la directrice du service départemental de l'éducation nationale de Seine-et-Marne se rend dans l'établissement ce matin. La crise des migrants à Calais, une gestion toujours en question d'un côté comme de l'autre de la Manche. Et oui, Gérald Darmanin a reproché à Londres de ne pas avoir versé sa contribution au renforcement des patrouilles sur nos côtes. Rien que ce week-end, plus d'1 millier de clandestins ont réussi à traverser la Manche. Ignacio Bornassin et Maxence Gilles. Comme ce groupe de migrants vendredi dernier, ils ont été plus de 15 000 cette année à vouloir rejoindre les côtes anglaises. Un chiffre qui a doublé par rapport à 2020. Hier, on me parle de 80 tentatives entre Dunkerque et la baie de Somme. Donc je ne sais pas combien ont réussi et combien ont échoué. Donc c'est très compliqué à surveiller. Donc il faut des moyens humains, des moyens aussi en matériel, lourd. En juillet dernier, un accord est signé. Les Français doivent doubler leurs effectifs et renforcer la surveillance de la frontière. Les Britanniques financent le dispositif. 63 millions d'euros promis à la France. Mais samedi, Gérald Darmanin affirme n'avoir jamais vu la couleur de cet argent. Le gouvernement britannique n'a pas payé pour l'instant ce qu'il nous a promis. Donc pour l'instant, il n'y a pas 1 euro qui a été versé par le gouvernement britannique. Et nous avons réussi à largement diminuer la pression migratoire. Aujourd'hui, Calais-Dunkerque, même s'ils connaissent, ces grandes saintes, des difficultés, bien sûr, n'a rien à voir avec ce qui se passait il y a encore 5 ou 6 ans.
Réponse britannique hier, le Royaume-Uni aurait intercepté 1115 migrants rien que ce week-end, beaucoup trop selon eux. Gérald Darmanin demande un traité entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pour résoudre cette crise migratoire. 7h06, l'actualité judiciaire à présent marquée par le retour de Marc Machin sur le banc des accusés. Marc Machin, c'est cet homme qui a été victime d'une erreur judiciaire il y a presque 10 ans. Il est jugé cette fois pour le viol d'une jeune femme en 2018. Écoutez son avocat. Voilà quelqu'un qui a perdu très jeune sa mère qui est décédée du sida, qui très jeune a été placé, qui très jeune a été violé. Ça ne vient évidemment pas excuser ce qu'il a fait, parce qu'il y a une victime d'un viol, mais est-ce qu'il a le profil d'un prédateur, comme j'ai pu l'entendre, ou est-ce qu'il a un profil de quelqu'un qui passe à l'acte en raison d'une pulsion qu'il ne peut pas contrôler, parce que ce manque de contrôle est le fruit d'un manque de repères dû à son passé? C'est plutôt ce que je crois. Ça vous concerne ce matin, le bruit au boulot. Ça, c'était quand même un gros sujet. Sachez que près d'un Français sur 2 souffre de nuisances sonores au travail, un chiffre qui est révélé par un sondage Ipsos alors que s'ouvre la semaine de la santé auditive. Une étude qui met en lumière surtout une grande discrimination sociale. Les ouvriers et les salariés du BTP sont par exemple beaucoup plus exposés que les autres. Mathieu Carman. La fin du télétravail, c'est aussi le retour du bruit au bureau. Appels téléphoniques, photocopieuses, discussions. 30% des anciens télétravailleurs assurent que leur sensibilité aux nuisances sonores a augmenté en reprenant leur poste. Et les situations sont très variées. Les bruits qu'on avait avant, c'est-à-dire toutes les personnes, le brouhaha qu'on a autour quand les gens parlent et qu'on est obligé de se concentrer. Voilà. On a un peu moins de concentration lorsqu'on est en open space. Non, c'est plutôt moi qui fais du bruit. 52% des moins de 35 ans souffrent du bruit sur leur lieu de travail, mais pour certains, c'est plutôt l'inverse. Oui, travailler à la maison, c'est compliqué. Il y a les travaux, il y a la circulation, surtout quand on habite en ville. Au travail, c'est généralement un peu plus calme finalement. Côté les collaborateurs qui sont plutôt dans open space, le fait d'avoir un petit peu moins de collaborateurs en ce moment au travail fait que ils sentent un petit peu mieux. Tous les Français ne sont pas égaux face à cette gêne auditive. Près de 2 ouvriers sur 3 sont particulièrement touchés, notamment ceux dans l'industrie et sur les chantiers. L'actualité dans vos régions. Direction la Normandie, sans plus tarder, plus précisément à Ouistreham. Ouistreham, c'est en Normandie, à côté de Caen. Oui, les sourires sont revenus avec les retours des touristes après la crise. Et oui, depuis septembre, la Brittany Ferries enregistre un gros boom des réservations, assouplissement des mesures sanitaires qui font la joie de tous les commerçants. Reportage sur place, Fanny Bourdillon. Le ferry qui est juste derrière moi transporte actuellement plus de 150 passagers. La plupart sont britanniques. Et pour venir en France maintenant, c'est plus simple. Ils n'ont plus besoin du test PCR qui leur coûtait 200 livres sterling. Mais avec le Brexit, ils ont toujours besoin d'un passeport et d'un visa. Et c'est un peu plus difficile. Il faut avoir le passeport s'est trompé et c'était nécessaire d'avoir beaucoup de documents pour aller en France. I hate Brexit. Why? Because it is a terrible thing for Britain and the United Kingdom. And it's a very, very, very bad mistake. Bon, vous le voyez, ça reste tout de même compliqué pour les ressortissants britanniques pour voyager en France, mais on va aller voir comment ils sont reçus par les commerçants de Ouistreham. Alors, la clientèle britannique, ça représente à peu près 25% du chiffre habituellement. Maintenant, pendant le Covid, là, depuis 1 an et demi, on voyait pratiquement plus d'anglais. Il y a eu un petit retour de clientèle anglaise depuis début septembre. Pour nous, écoutez, c'est un grand plaisir de pouvoir les accueillir d'autant plus nombreux maintenant. On a une économie qui nous est favorable, donc heureuse de les retrouver avec un bénéfice un peu plus de 30% en ce qui nous concerne. Donc on est ravis de les avoir avec nous tous les jours. Les Anglais que je rencontre ici à Ouistreham ont tous des maisons secondaires en France. Ils n'ont pas pu y aller pendant 1 an et demi et donc là ils sont de retour pour pouvoir entretenir leur maison et leur jardin. Fanny Bourdillon qu'on adore du côté de Caen en Normandie. D'habitude elle est à Nantes mais là elle est partie pour faire un sujet. Elle voyage, Fanny, elle voyage. Elle voyage. Pascal, oui. Le moment écho avec toi, 7h11 comme tous les matins dans cette matinale de LCI. L'invité d'Elisabeth Martichoux, Michel-Édouard Leclerc, donc tout à l'heure à partir de 8h30, il sera évidemment
Question de grande distribution, de la hausse des prix, des pénuries, flambée donc des coûts dans les hyper. Président du comité stratégique des centres Leclerc. Est-ce qu'on doit s'attendre à une inflation alimentaire ? En partie sans doute pour l'année qui vient en tout cas. Alors on doit s'attendre à deux choses. Peut-être quelques ruptures parce qu'il manque des productions agroalimentaires de base. Et quand il n'y a pas de rupture, parce que finalement nos distributeurs sont plus futés que les autres, parviennent à se procurer l'ensemble de l'assortiment, il y aura peut-être sur certains produits une petite augmentation alimentaire. Néanmoins, remettons les choses en place. En moyenne, une famille française ne dépense que 11%. Je dis que 11% de son revenu pour l'alimentation de la famille. Pourquoi 11% ? Parce que c'est 2 fois moins qu'il y a une génération et demie et 3 fois moins qu'il y a 2 générations. C'est-à-dire que la part de l'alimentaire, la part que nous consacrons à nous alimenter, et c'est un besoin absolument fondamental, elle n'a cessé de baisser. Grâce à quoi ? Grâce en partie à la grande distribution. Et je vais écouter avec beaucoup d'intérêt ce que dira tout à l'heure Michel-Édouard Leclerc. On a d'abord un univers qui est relativement atomisé, l'univers de la grande distribution en France. Vous avez beaucoup d'enseignes, Carrefour, Leclerc, Auchan, Intermarché, Lidl. Il y a de nouveaux entrants. Lidl, on peut considérer que c'est un nouvel entrant. C'est une entreprise allemande qui s'est installée, puis déployée en France. Aldi aussi, et puis quelques super hard discounters. Donc un monde très concurrentiel dans lequel la guerre des prix est constante. On se bat au centime près sur la brique de lait, sur les produits de base, qu'on appelle les produits de grande consommation. Une guerre des prix constante qui a fait baisser. Et c'est là où on revient à la question, est-ce que les prix vont augmenter ? Je ne sais pas. Ce que je sais en revanche, c'est que depuis 8 ans, en France, nous vivons une décélération des prix, c'est-à-dire une déflation alimentaire. Pourquoi ? Précisément parce qu'il y a de la concurrence en France, alors que nous avons en même temps une distribution de qualité, une offre. Regardez ce qu'il y a dans les rayons des supermarchés ou des hypermarchés. C'est très large. L'offre, elle est très large, elle est souvent très profonde, c'est-à-dire que vous avez pour le même produit le choix entre 2 ou 3 marques. Donc c'est parfois plus, bien sûr. Donc c'est un univers relativement confortable dans lequel les prix sont très tirés, très tendus. Je pense que nous avons parfois des demandes ou des caprices d'enfants gâtés. Nous avons, je le pense personnellement, une des meilleures grandes distributions alimentaires du monde. Voilà, c'est dit. Michel-Édouard Leclerc, donc Elisabeth Martichoux à partir de 8h30. Vous restez avec nous, bien évidemment, sur LCI dans un instant, juste après quelques secondes de publicité. Solène qui a le palmarès des villes les plus embouteillées de France. C'est peut-être chez vous que ça se passe. Attention, palmarès très détaillé d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des embouteillages dans le ciel avec les nuages ? Oui, c'est au nord, effectivement. Belle transition de la grisaille avec quelques brouillards, du soleil au sud après dissipation de ces brouillards matinaux. Les températures, 15 degrés à Morbec, nos amis de Morbec dans le nord, petite commune donc à côté de Hasbrook, 15 degrés à la Bourboule dans le Puy-de-Dôme et 17 degrés à Vézelay. Vous connaissez Vézelay, c'est dans l'Yonne. Oui, bien sûr, Vézelay. Et son abbaye, Vézelay, à côté d'Auxerre. À tout de suite.